Personne ne m'avait gardé de place, au dîner de famille. C'est juste pour fêter une réussite, a dit ma sœur. Alors, j'ai commandé une pizza, j'ai mangé seul, et je me suis regardé aux informations nationales. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. La table de la salle à manger était bondée, quand je suis arrivé chez maman, ce vendredi soir-là. Des rallonges avaient été ajoutés, pour accueillir tout le monde, et j'ai compté 12 chaises, disposées autour de la surface en chêne poli. 12 couverts dressés, avec la belle porcelaine, que maman ne sortait que pour les grandes occasions. 12 places occupées par des cousins, des tantes, des oncles, et les membres de ma famille immédiate, qui s'étaient réunis pour célébrer la promotion de ma sœur, Vanessa, au poste de directrice régionale du marketing. Sauf qu'il n'y avait pas de 13e chaise. Il n'y avait de place pour moi, nulle part. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, tenant la bouteille de vin que j'avais achetée en venant, et je scrutais la pièce bondée, à la recherche d'un espace vide, qui n'existait tout simplement pas. Ma mère a levé les yeux, de la purée de pommes de terre qu'elle était en train de servir, et m'a offert un sourire distrait, avant de se tourner vers l'assiette tendue de mon oncle Richard. « Et, où est-ce que je m'assieds » ai-je demandé, ma voix couvrant à peine le brouhaha des félicitations, qui pleuvait sur Vanessa, en bout de table. Ma sœur a levé les yeux, ses cheveux fraîchement méchés, accrochant la lumière du lustre. Elle arborait l'expression de quelqu'un, qui vient de se rappeler qu'il a oublié de nourrir le chat des voisins, pendant leurs vacances. Une légère inquiétude, mêlée à l'évaluation, pour savoir si c'était vraiment si grave que ça. « Oh, Lisa » a-t-elle dit, d'un ton d'excuse, mais sans être particulièrement contrariée. « Je crois qu'on a mal compté. Il y a encore du poulet dans la cuisine, si tu veux prendre une assiette, et manger là-bas. C'est juste pour fêter une réussite, tu sais, un truc de famille. » Un truc de famille. Comme si je n'étais pas de la famille. Comme si les 32 dernières années, passées à partager le même sang, et le même nom de famille, avaient été soudainement révoquées, parce que je n'avais pas de titre prestigieux, en entreprise, accolé à mon nom. J'ai regardé autour de la table, ces visages que je connaissais depuis toujours. Mon père était plongé dans une conversation avec Derek, le mari de Vanessa, à propos de stock options. Mon jeune frère, Cameron, faisait défiler l'écran de son téléphone, entre deux bouchées de pain. Tante Louise riait trop fort, à quelque chose que ma cousine Madison venait de dire. Personne n'a croisé mon regard. Personne n'a proposé de serrer une autre chaise, ou de partager son espace. La cuisine, donc. J'ai franchi la porte battante, et j'ai posé ma bouteille de vin sur le plan de travail, avec plus de force que nécessaire. La cuisine était vide, à l'exception des restes de la préparation du dîner. Des bols de légumes, des plats de service, une panoplie de condiments, et des plats d'accompagnement, qui n'avaient pas trouvé leur place sur la table. J'ai attrapé une assiette dans le placard, et je suis resté là, à regarder la nourriture, n'ayant soudain plus faim du tout. À travers le mur, je pouvais entendre la voix de Vanessa, s'élevant au-dessus des autres, racontant comment elle avait impressionné le conseil d'administration, lors de sa présentation finale. Des rires ont éclaté. Quelqu'un a fait teinter son verre avec une fourchette, le son d'un toast porté, probablement par mon père, utilisant les mêmes mots, que ceux qu'il avait utilisés pour la remise de diplôme de droit de Cameron, l'année dernière, et pour le mariage de Vanessa, 3 ans auparavant. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert l'application de livraison. Une grande pizza au pepperoni arriverait dans 30 minutes. Je n'allais pas manger le reste de fête dans la cuisine, comme une sorte d'invité indésirable, qui serait entré par hasard depuis la rue. Ce que personne ne savait à cette table. Ce que je n'avais dit à personne dans ma famille, parce qu'ils n'avaient jamais posé la question, c'était que j'avais passé les 18 derniers mois, à travailler sur quelque chose qui comptait vraiment. Pendant que Vanessa gravissait les échelons de l'entreprise, et que Cameron facturait ses heures au cabinet, j'avais été bénévole 70 heures par semaine, au centre d'hébergement pour femmes du centre-ville, développant un programme de formation professionnelle, pour les femmes sans abri. Qui essayait de se remettre sur pied. Ça avait commencé petit. J'avais été licencié de mon poste administratif, dans une entreprise de fourniture médicale, 2 ans et demi plus tôt, et j'avais besoin de quelque chose pour m'occuper, pendant que je réfléchissais à ma prochaine étape. Le centre d'hébergement avait besoin de bénévoles, et j'avais besoin d'un but. Ce qui avait commencé par servir des repas, et trier des dons, avait évolué vers quelque chose de plus grand, quand j'ai remarqué combien de femmes franchissaient nos portes avec des compétences,
mais aucun moyen de se vendre. Pas d'antécédents professionnels récents, pas de référence professionnelle. J'ai rédigé une demande de subvention, puis une autre, puis 15 de plus. J'ai contacté des entreprises locales, les suppliant de donner une chance à ces femmes. J'ai créé des ateliers de CV, des séances de préparation aux entretiens, et un programme de mentorat, associant nos résidentes à des professionnels en activité dans les domaines qu'elles visaient. Je travaillais depuis un espace de bureau partagé, dans le sous-sol du centre, généralement jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, carburant au café de la machine, et avec le genre de détermination qui naît, du fait de se sentir invisible partout ailleurs, dans sa propre vie. Il y a 6 mois, un producteur de Channel 7 News m'avait contacté. Ils avaient entendu parler du programme, grâce à l'une de nos réussites, une femme nommée Patricia, qui était passée de vivre dans sa voiture, à gérer un restaurant, en 8 mois. Ils voulaient faire un reportage. Puis un article de suivi. Puis un autre, lorsque 3 de nos femmes avaient décroché des postes à temps plein, avec avantages sociaux, au cours de la même semaine. Ce matin, j'avais reçu l'appel d'un producteur de Good Morning America. Il me voulait à New York, lundi, pour discuter du programme sur une plateforme nationale. Le segment était déjà programmé. Ils avaient réservé mon hôtel et mes vols. Dans moins de 3 jours, je serais assise en face de l'un des présentateurs de journal télévisé, les plus reconnaissables d'Amérique, pour parler du travail qui avait consumé ma vie, pendant 1 an et demi. Mais je n'en avais pas parlé à ma famille. À quoi bon? Ils avaient prouvé, maintes et maintes fois, que si ça ne s'accompagnait pas d'un salaire, dont ils pouvaient se vanter au country club, ça n'était pas considéré comme un accomplissement légitime. Quand j'avais dit à ma mère, pour la première fois, que je faisais du bénévolat au centre d'hébergement, elle m'avait tapoté la main, et avait dit, « C'est bien, ma chérie. C'est une bonne façon de rester occupée, jusqu'à ce que tu trouves un vrai travail. » La pizza est arrivée, juste au moment où le dessert était servi, dans la salle à manger. J'ai payé le livreur, j'ai attrapé un coca dans le frigo, et j'ai monté ma nourriture à l'étage, dans mon ancienne chambre. Maman l'avait transformée en chambre d'amis, mais elle abritait encore la plupart des meubles de mon enfance. Je me suis assise en tailleur sur le lit, j'ai ouvert la boîte à pizza sur mes genoux, et j'ai allumé la petite télévision, fixée au mur. Les actualités locales diffusaient une rediffusion du soir. J'ai zappé sans y penser pendant que je mangeais, sans vraiment regarder quoi que ce soit, laissant juste le bruit remplir le silence. L'isolement semblait plus lourd que d'habitude, ce soir. Ce n'était pas la première fois que j'étais ignoré, ou rejeté par ma famille, mais quelque chose dans l'absence littérale d'une chaise, semblait particulièrement symbolique. C'est alors que mon propre visage est apparu à l'écran. J'ai failli faire tomber ma part de pizza. Le journal du soir de Channel 7 diffusait un nouveau reportage sur le programme du centre d'hébergement, un reportage sur lequel j'ignorais qu'il travaillait. La journaliste se tenait à l'extérieur du bâtiment principal du centre, expliquant comment l'initiative de formation professionnelle avait désormais placé plus de 50 femmes dans des emplois permanents, avec un taux de rétention de 92% après 6 mois. Le segment a coupé pour diffuser des entretiens avec des femmes avec qui j'avais travaillé. Maria, qui avait perdu son appartement après que son ex-mari a détruit son crédit, parlant de son nouveau poste de responsable de bureau. Jennifer, qui avait vécu au centre avec ses 2 enfants, montrant son espace de travail au service client, dans une entreprise technologique du centre-ville. Patricia, de nouveau, discutant cette fois de la façon dont elle avait été promue directrice générale adjointe. Puis, j'étais là, filmé lors de l'un de nos ateliers, penché au-dessus d'une table, pour aider quelqu'un avec son CV. Ma voix résonnait par-dessus les images. Ces femmes ne sont pas brisées. Elles ne sont pas des cas sociaux. Ce sont des personnes qualifiées et compétentes, qui ont traversé des moments difficiles, dans un système qui rend presque impossible, de se remettre d'un échec. Tout ce dont elles avaient besoin, c'était de quelqu'un qui croit en elles, et qui leur donne les outils pour se reconstruire. La voix de la journaliste est revenue. Lisa est devenue une sorte d'héroïne locale, pour ces femmes, et pour la communauté en général. Son approche innovante de la formation, et du placement professionnel, a attiré l'attention de plusieurs organisations nationales, et nous entendons des rumeurs concernant de grandes annonces à venir prochainement. Le reportage s'est terminé, avec un lien vers le site web du centre d'hébergement, et des informations sur la façon de faire un don, ou de devenir bénévole. Je suis resté figé, ma pizza oubliée, fixant l'écran,
alors qu'il passait à un sujet sur les travaux de voirie, de l'autoroute 40. En bas, le dîner de fête continuait. Personne ne m'avait appelé pour le dessert. Personne n'avait remarqué mon absence. La célébration du succès de Vanessa se poursuivait sans aucune reconnaissance de mon existence. Alors que mon visage venait d'être diffusé dans des milliers de foyers à travers la ville. J'ai terminé ma pizza lentement, traitant méthodiquement ce qui venait de se passer. Le timing était presque trop parfait pour être réel, assise seule dans ma chambre d'enfant, à manger une livraison, pendant que la télévision validait tout ce dans quoi je m'étais investi corps et âme, depuis 1 an et demi. Quand je suis finalement redescendu, vers 21h, le dîner de fête touchait à sa fin. Vanessa acceptait les dernières félicitations à la porte. Maman mettait les restes dans des boîtes en plastique. Papa aidait l'oncle Richard avec son manteau. « Oh, Lisa, a dit maman, quand elle m'a vu. Je t'ai gardé de la tarte. Elle est dans le frigo. » Merci, ai-je répondu. C'est bon, en fait. J'ai commandé une pizza. Une pizza? Vanessa a plissé le nez. Pourquoi as-tu fait ça, alors qu'on avait toute cette nourriture? J'aurais pu leur dire, à ce moment précis. J'aurais pu mentionner le reportage télévisé, l'apparition à venir dans Good Morning America, la reconnaissance croissante d'un travail, qui me tenait réellement à cœur. Mais quelque chose m'a arrêté. C'était peut-être de la fierté. C'était peut-être la satisfaction mesquine, de savoir ce qu'ils ignoraient. Ou peut-être, étais-je simplement fatigué d'essayer de prouver ma valeur, à des gens qui avaient déjà décidé, que je n'étais pas à la hauteur. J'avais juste envie d'autre chose, ai-je dit en haussant les épaules. J'ai aidé à nettoyer en silence, lavant la vaisselle, pendant que Vanessa tenait sa cour dans le salon, se prélassant toujours dans l'attention. Cameron est parti tôt, pour rejoindre des amis dans un bar. Papa s'est endormi dans son fauteuil inclinable. La soirée s'est terminée comme se terminaient toujours les réunions de famille, avec trop de nourriture consommée, et pas assez de connexions profondes créées. Je suis rentré chez moi, dans mon petit appartement à l'autre bout de la ville, vers 22h30. Mon téléphone était resté silencieux, dans le porte-gobelet. Pas de texto pour demander où j'avais disparu, pendant le dîner. Pas d'appel pour vérifier si j'allais bien. Le message était clair. Ma présence, ou mon absence, ne faisait aucune différence dans leur célébration. Mais, quand je suis entré dans mon appartement, et que j'ai vérifié mon téléphone correctement, l'écran s'est illuminé de notifications. Des dizaines. Des SMS, des appels en absence, des messages vocaux, des messages Facebook, des emails. Ils n'arrêtaient pas d'arriver par vagues, faisant vibrer mon téléphone, de façon continue, dans ma main. Sarah, du centre d'hébergement, OMG, je viens de te voir aux infos. Tu étais génial. Monsieur Patterson, l'un de nos mentors bénévoles, Lisa, ce reportage était incroyablement puissant. Je suis si fier de faire partie de ce programme. Des numéros que je ne reconnaissais pas. Êtes-vous la femme des informations? Je veux être bénévole. Comment puis-je faire un don? Mon entreprise cherche des programmes de formation à soutenir. Pouvons-nous en parler? La directrice du centre, Margaret, mon téléphone explose. Le site web de Channel 7 a planté à cause du trafic vers notre page de dons. Quoi qu'il vienne de se passer, ça marche. D'autres messages continuaient d'arriver. D'anciens collègues de mon ancien travail, des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, ma prof d'anglais du lycée. Le bureau d'un conseiller municipal, demandant à planifier une réunion. 3 journalistes différents, sollicitant des interviews. Un investisseur en capital risque, intéressé pour discuter du financement de l'expansion, vers d'autres villes. Je me suis assise sur mon canapé, regardant les notifications s'accumuler, me sentant dans un état surréel, et déconnecté de ce flot soudain d'attention. Quelques heures plus tôt, je n'avais même pas pu obtenir une chaise, à la table de ma propre famille. Maintenant, des centaines de personnes me contactaient, voulant échanger, voulant aider, voulant faire partie de quelque chose, que j'avais construit à partir de rien. L'ironie ne m'avait pas échappé. Je me suis endormi après minuit, avec mon téléphone qui vibrait encore sur la table de nuit, les messages continuant d'arriver, en un flux constant. Demain apporterait plus d'attention, plus d'opportunités, plus de validation de la part d'inconnus, qui comprenaient la valeur de ce que je faisais, même si ma propre famille, elle, ne le voyait pas.
Le samedi matin est arrivé, avec une faible lumière du soleil, filtrant à travers les rideaux de ma chambre, et mon téléphone vibrant si agressivement, qu'il s'était déplacé de 7 centimètres, sur la table de nuit. Je l'ai attrapé, plissant les yeux vers l'écran, qui affichait 47 nouvelles notifications, rien que pour la dernière heure. Le premier message provenait d'un numéro de New York. Mademoiselle est, ici Deborah Chen, de Good Morning America. Nous avons vu le pic d'intérêt pour votre programme, après la couverture locale d'hier soir. Nous aimerions étendre le segment de lundi, de 5 minutes à une interview complète de 15 minutes, et possiblement vous ajouter, à notre série en ligne sur les entrepreneurs sociaux. Veuillez m'appeler le plus vite possible. Je me suis assise, parfaitement réveillée. 15 minutes sur une chaîne de télévision nationale. Ce n'était pas une petite histoire réconfortante et rapide, coincée entre deux segments de cuisine. C'était une véritable couverture médiatique. Ma boîte de réception email avait explosé, pendant la nuit. 3 fondations voulaient discuter d'opportunités de subvention. Un éditeur me demandait si j'avais envisagé d'écrire un livre, sur le développement de programmes de soutien communautaire. 2 universités différentes m'invitaient à donner une conférence, dans leur département de travail social. Quelqu'un du bureau du maire avait demandé une réunion, concernant l'expansion du programme à l'échelle de la ville, avec un financement municipal. La page de dons du centre d'hébergement, selon un email enthousiaste de Margaret, envoyé à 6 heures du matin, avait reçu plus de 18 000 €, depuis la diffusion du reportage. 18 000 €. Nous survivions généralement avec des dons mensuels, d'environ 3 ou 4 000 €, rassemblés à partir de petites contributions individuelles, et du parrainage occasionnel d'entreprises locales. J'ai préparé du café, et je me suis assise à ma petite table de cuisine, faisant défiler les messages, et essayant de les classer selon un système gérable. La réponse écrasante était à la fois excitante et terrifiante. J'avais travaillé dans une relative obscurité, pendant si longtemps, me contentant des petites victoires, lorsque des femmes individuelles trouvaient un emploi, que je ne m'étais pas préparé à ce genre de mise en lumière. Vers 9 heures, mon téléphone a sonné pour de vrai. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai répondu quand même. C'est Lisa ? A demandé une voix de femme, professionnelle, mais chaleureuse. Oui, c'est bien elle. Mademoiselle est, je m'appelle Linda Garrison. Je suis la directrice de la Coalition nationale pour le logement et la mobilité économique. Nous sommes une organisation à but non lucratif, qui travaille avec le Congrès, sur la législation liée à la prévention de l'itinérance, et au programme de formation professionnelle. J'ai regardé le reportage sur votre travail, hier soir, et je dois dire que votre approche comble tellement de lacunes, que nous essayons de résoudre au niveau politique. J'ai failli lâcher ma tasse de café. La coalition nationale était importante. C'était le genre d'organisation qui influençait la politique fédérale réelle, qui travaillait avec les sénateurs et les représentants, pour rédiger des projets de loi, qui pouvaient changer les systèmes, à l'échelle nationale. Je viens dans votre ville le mois prochain, a poursuivi Linda. A-t-il une chance que vous ayez du temps pour nous rencontrer? J'aimerais discuter de la façon dont votre programme pourrait servir de modèle pour une initiative pilote que nous proposons. Il y a un financement fédéral potentiel en jeu, et vos données de résultats sont exactement ce dont nous avons besoin pour plaider notre cause. Financement fédéral, initiative pilote, programme modèle. Les mots semblaient trop grands pour ma petite cuisine, trop importants pour quelqu'un qui n'avait même pas pu obtenir une place au dîner de sa propre famille. Je serai en fait à New York lundi, ai-je dit, d'une voix plus assurée que je ne le sentais. Pour Good Morning America. Encore mieux, a dit Linda, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je suis basé à Washington DC, mais je peux vous rencontrer à New York mardi, si vous y êtes encore, ou nous pouvons nous voir la semaine suivante. C'est exactement le genre d'innovation de terrain que nous devons mettre en valeur. Le timing ne pourrait pas être plus parfait. Nous faisons une présentation devant un sous-comité du Sénat, dans environ 8 mois, et avoir un modèle de fonctionnement, avec des résultats prouvés, sera crucial. Nous avons programmé la réunion, avant de raccrocher. Je suis resté à fixer mon téléphone, pendant plusieurs minutes après la fin de l'appel. Essayez d'assimiler, à quel point les choses changeaient de manière spectaculaire. Moins de 12 heures plus tôt, je mangeais une pizza seule, dans ma chambre d'enfant. Maintenant, je programmais des réunions avec des directrices politiques nationales,
pour influencer la législation fédérale. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un texto de Vanessa. Maman dit que tu es parti assez tôt, hier soir. Tout va bien? J'ai failli rire. Il n'avait pas remarqué mon absence pendant des heures, lors de sa fête. Mais maintenant, maman avait apparemment mentionné mon départ anticipé, comme si c'était inhabituel. Tout va bien, ai-je tapé en retour. Juste fatigué. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. D'accord. Merci d'être venu célébrer avec moi. Le message est resté là, sur mon écran, innocent et inconscient. Merci d'être venu célébrer avec moi. Comme si j'avais été incluse. Comme si je m'étais assise à cette table, avec tout le monde, au lieu d'être bannie dans la cuisine, et de finir par me replier dans mon ancienne chambre. Je n'ai pas répondu. Le reste du samedi a disparu dans un tourbillon de retours d'appels et de mails. J'ai parlé à des journalistes, j'ai planifié des réunions de suivi, je me suis coordonné avec Margaret, concernant la gestion de l'afflux de dons, et j'ai eu une longue conversation avec la productrice de Good Morning America, au sujet des points de discussion, pour le segment de lundi. Elle a mentionné qu'il travaillait à allonger la durée de mon intervention, et qu'il voulait inclure des images supplémentaires, qu'il filmerait au centre d'hébergement le dimanche. Le soir venu, j'avais accepté 4 engagements pour des conférences, 3 opportunités de conseil, et un poste au conseil consultatif d'une organisation nationale à but non lucratif. Le dimanche a été plus calme, mais toujours irréel. J'ai passé la majeure partie de la journée à me préparer pour l'interview, à m'exercer, à articuler la philosophie et les résultats du programme, sans avoir l'air de réciter. Margaret est venue dans l'après-midi, pour m'aider à choisir quoi porter, et pour passer en revue les questions potentielles. Tu sais que ça va tout changer, n'est-ce pas? M'a-t-elle dit, alors que nous étions assises sur mon canapé, à examiner les statistiques. Une fois que tu seras à la télévision nationale, il n'y aura plus de retour en arrière vers le travail dans l'ombre. Les gens te reconnaîtront. Les organisations auront des attentes. Tu deviendras le visage de ce mouvement. Est-ce une mauvaise chose? Ai-je demandé. Non, a répondu Margaret, de manière pensive. Mais c'est différent. Tu as pu travailler dans un relatif anonymat, pour échouer et t'ajuster, sans le regard du public. Après lundi, tout ce que tu feras sera visible. Prépare-toi juste à ce changement. Elle avait raison, bien sûr. J'avais opéré sous les radars, capable d'expérimenter et de faire des erreurs, sans que personne ne regarde. L'exposition nationale signifiait la responsabilité, des attentes, et une pression que je n'avais jamais connue auparavant. Mais cela signifiait aussi des ressources, des financements, une portée plus large. La capacité d'aider non plus 50 femmes, mais potentiellement des milliers. Le compromis semblait en valoir la peine. Le dimanche soir, mon téléphone a encore sonné. Cette fois, je connaissais le numéro. Maman, salut ma chérie, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Je pensais à Thanksgiving, le mois prochain. Peux-tu passer prendre les petits pains, à cette boulangerie que tu aimes bien? Celle de la 5e rue. Des banalités. La logistique familiale normale. Comme si le vendredi soir n'avait jamais existé. Comme si rien n'avait changé. Bien sûr, ai-je dit. Je peux faire ça. Merveilleux. Oh, et Vanessa veut savoir si tu peux l'aider à bouger quelques meubles le week-end prochain. Elle redécore son bureau, maintenant qu'elle a eu sa promotion. Bien sûr qu'elle le faisait. Vanessa redécorait pour fêter son succès, et on attendait de moi que je l'aide à déménager des meubles. La présomption désinvolte de ma disponibilité, de ma volonté de tout laisser tomber, pour les besoins de la famille, alors que ma propre vie passait inaperçue, m'a soudainement semblé plus irritante que d'habitude. Je serai en fait à New York, la semaine prochaine, ai-je dit avec précaution. Pour le travail? Oh. Le ton de maman trahissait une légère surprise. As-tu trouvé un nouveau travail? C'est merveilleux, ma chérie. Elle pensait que je passais des entretiens. Bien sûr qu'elle le pensait. L'idée que je puisse voyager, pour une toute autre raison, ne cadrait apparemment pas. Quelque chose comme ça, ai-je répondu, refusant de donner plus d'explications. Laissez-la supposer ce qu'elle voulait. L'après-midi du mardi clarifierait tout de toute façon,
lorsque l'émission serait diffusée, et que mon visage apparaîtrait à la télévision nationale, dans son salon, pendant qu'elle regarderait ses émissions matinales. Le lundi est arrivé, froid et gris. Mon vol partait à 6 heures du matin, ce qui impliquait un réveil à 4h30, et un Uber précipité vers l'aéroport. J'ai passé tout le vol à revoir mes notes, et à essayer de calmer l'anxiété, qui montait dans ma poitrine. C'était réel. C'était en train de se passer. Dans quelques heures, je serais assise dans un studio à Manhattan, parlant à des millions de personnes d'un travail, qui avait été invisible pour presque tout le monde, pendant plus d'1 an. Le studio de Good Morning America était plus petit que ce à quoi je m'attendais, mais plus intimidant. Des lumières vives, de multiples caméras, des producteurs avec des casques, qui couraient partout. Le décor si distinctif, que j'avais vu à la télévision 1 millier de fois, m'entourait maintenant, en 3 dimensions. Deborah Chen m'a retrouvé dans la salle de repos, et m'a expliqué la structure du segment. Nous présentons cela, comme une histoire inspirante d'innovation locale, a-t-elle expliqué. La présentatrice vous demandera comment vous avez commencé, ce qui rend votre approche différente, et l'impact que vous avez observé. Nous montrerons des extraits du reportage local, et quelques images que nous avons tournées au centre d'hébergement, hier. Soyez vous-même, soyez passionné, et ne vous inquiétez pas d'avoir un discours parfait. L'authenticité passe mieux que la perfection. Ils m'ont maquillé et équipé d'un micro. Quelqu'un m'a apporté de l'eau. Un assistant de production a décompté les minutes, jusqu'au direct. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Puis, je marchais sur le plateau, serrant la main de la présentatrice, Jessica Morrison, dont le visage était aussi célèbre que celui d'une star de cinéma, et je me suis assise sur la chaise en face d'elle, pendant que les caméras se mettaient en place. Et nous sommes en direct dans 3, 2, 1. Jessica a souri chaleureusement à la caméra. À suivre, vous allez rencontrer une femme, dont le programme innovant de formation professionnelle, pour les femmes sans abri, change des vies, et attire l'attention nationale. Lisa a commencé avec rien de plus qu'une idée, et un bureau en sous-sol. Et aujourd'hui, son programme affiche un taux de placement, qui fait honte à la plupart des services de l'emploi traditionnels. Restez avec nous. Pause publicitaire. Jessica s'est tournée vers moi, pendant la coupure. Détendez-vous, et racontez simplement votre histoire. Vous allez être génial. Puis nous étions de retour, et je parlais, et d'une manière ou d'une autre, les mots ont coulé naturellement, malgré la terreur. J'ai expliqué comment j'avais commencé le bénévolat, comment j'avais remarqué l'écart entre les compétences et les opportunités, comment nous avions construit le programme, pièce par pièce. Jessica posait des questions intelligentes, qui me permettaient de développer la philosophie derrière ce travail. Traiter les femmes comme des personnes capables, plutôt que brisées. Se concentrer sur leurs forces, plutôt que sur leurs faiblesses. Créer des parcours durables, au lieu de solutions temporaires. Ils ont diffusé les extraits de Channel 7. Jennifer est apparue à l'écran, parlant de l'obtention de son emploi. Patricia a discuté de la confiance, que le programme lui avait donnée. Maria a montré son bureau. Les résultats parlent d'eux-mêmes, a dit Jessica, en se tournant vers moi. 52 placements en 18 mois, avec un taux de rétention de 92%. Ce sont des chiffres extraordinaires. Les femmes ont fait le travail, ai-je répondu. Nous leur avons juste donné les outils, et nous nous sommes effacés. C'est ce dont la plupart des gens ont besoin. Pas de quelqu'un pour les sauver, mais de quelqu'un pour dégager les obstacles, et les laisser se sauver eux-mêmes. Le segment a duré les 15 minutes entières. Après coup, alors qu'on m'enlevait mon micro, Jessica m'a de nouveau serré la main. C'était excellent. C'est un travail vraiment puissant que vous accomplissez. J'ai le pressentiment que votre téléphone est sur le point d'exploser, encore plus qu'il ne l'a déjà fait. Elle n'avait pas tort. Le temps que je retourne à ma chambre d'hôtel, mon téléphone était fondamentalement devenu inutilisable, à cause du volume de messages entrants. Le site web du centre d'hébergement avait planté à cause du trafic. Margaret m'a envoyé un SMS pour dire que les dons avaient maintenant dépassé les 65 000 €. Ma boîte de réception email comptait plus de 300 nouveaux messages. Et enfin, il y avait des messages de ma famille. Vanessa, Lisa, tu étais à Good Morning America. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Cameron, mec, la télé nationale. C'est dingue. Maman, ma chérie,
nous venons de te voir à la télévision. Pourquoi n'as-tu pas mentionné ça? Nous n'en avions aucune idée. Appelle-moi. Papa, segment très impressionnant. Il faut qu'on discute. J'ai fixé les messages, sentant quelque chose de froid et tranchant s'installer dans ma poitrine. Ils avaient eu des mois pour demander ce que je faisais de mon temps. Des années pour montrer de l'intérêt pour ma vie, au-delà de savoir si j'avais enfin trouvé un vrai travail. Une semaine plus tôt, j'avais été littéralement exclu d'un dîner, parce que ma présence n'était pas considérée comme pertinente pour leur célébration de la réussite. Mais maintenant, après que la télévision nationale a validé mon travail, soudainement, ils voulaient parler. Soudainement, ils étaient impressionnés. Soudainement, j'existais de nouveau pour eux. Je n'ai pas rappelé maman. Je n'ai répondu à aucun des messages de la famille. À la place, j'ai rencontré Linda Garrison la semaine suivante, après mon retour à la maison. Elle a amené un autre collègue de la coalition, et nous avons passé 3 heures à discuter de la façon dont le programme du centre d'hébergement pourrait être développé à plus grande échelle. De quelles modifications seraient nécessaires pour différentes villes? Et de quelles données nous aurions besoin de collecter pour satisfaire aux exigences de la surveillance fédérale? Nous voulons proposer un programme pilote dans 5 villes, a expliqué Linda. Nous aurions besoin de vous comme consultante principale pour aider à établir des programmes basés sur votre modèle. Le sous-comité du Sénat se réunit dans environ 8 mois. Si nous pouvons leur présenter un cadre solide, avec des résultats prouvés, ce que vous avez déjà démontré, nous avons une réelle chance d'obtenir le financement initial. Ensuite, la mise en œuvre prendrait au minimum 1 an de plus. Consultante. Cadre de travail. Résultats prouvés. 5 villes. L'ampleur du projet me donnait le vertige. J'en suis, ai-je dit. Ce dont vous avez besoin. Les semaines qui ont suivi ont apporté vague après vague d'attention et d'opportunités. Le segment de Good Morning America avait été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Des médias d'autres villes appelaient pour discuter de programmes similaires dans leur région. Un réalisateur de documentaires voulait suivre le centre d'hébergement pendant 6 mois. 2 agents littéraires différents m'ont envoyé des emails à propos de contrats d'édition. Mon téléphone a sonné alors que je récupérais mes bagages sur le tapis roulant. Maman, encore. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté le message, en attendant mon Uber. Lisa, ma chérie, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous sommes tous si fiers de toi, et nous voulons célébrer ça correctement. Vanessa pense que nous devrions faire un dîner de famille vendredi. Une vraie célébration, pas comme la semaine dernière. Nous n'avions aucune idée que tu faisais quelque chose d'aussi important. S'il te plaît, rappelle-moi pour qu'on puisse organiser ça. Une vraie célébration, pas comme la semaine dernière. Les mots atterrissaient avec tout le poids de leur cruauté involontaire. Ils voulaient me célébrer maintenant, après qu'une validation externe les a forcés à reconnaître ma valeur. Ils voulaient revendiquer la fierté et les accomplissements sur lesquels ils n'avaient jamais pris la peine de m'interroger. Ils voulaient un dîner en mon honneur, après ne m'avoir littéralement gardé aucune place, lorsqu'ils ont célébré Vanessa. J'ai supprimé le message vocal. Le jeudi a apporté une autre vague d'opportunités et d'obligations. J'ai rencontré Margaret et le conseil d'administration du centre pour discuter de la façon de gérer l'afflux soudain de ressources et d'attention. Nous avons embauché 2 assistants administratifs, juste pour gérer le volume de communication. Une université locale nous a offert un espace de bureau partenaire pour notre expansion, à un tarif considérablement réduit. 3 grandes entreprises nous ont contactés au sujet d'opportunités de partenariat. Ce soir-là, Vanessa s'est pointée à mon appartement, sans prévenir. « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé quand j'ai ouvert la porte. « Maman panique parce que tu ne retournes pas ses appels. Nous voulons célébrer ça avec toi, Lisa. Pourquoi est-ce que tu nous évites ?» Je l'ai laissé entrer, mais je ne lui ai pas offert de siège. « Quand le dîner de famille est-il censé avoir lieu ?» ai-je demandé. « Vendredi soir. Maman prépare ton rôti préféré. Nous allons tous être là. Cameron quitte même le travail plus tôt. Ce sera vraiment spécial. Y aura-t-il une chaise pour moi, cette fois?
Vanessa a cligné des yeux. Quoi? Une chaise, ai-je répété. Y aura-t-il une vraie place à table, ou devrais-je encore manger dans la cuisine? Son expression est passée de la confusion, à la compréhension, puis à un inconfort défensif. C'était juste. Nous n'avions pas prévu ça. La table était pleine, parce que l'oncle Richard a amené ses enfants, et tu sais, nous n'avions que 12 chaises. Je t'arrête. Pour un dîner de famille. Et vous ne m'avez pas incluse dans le compte. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, Vanessa. Personne ne m'a gardé de place. Personne n'a même remarqué que je n'y étais pas. Quand j'ai demandé où m'asseoir, tu m'as dit de manger dans la cuisine, parce que c'était juste pour fêter une réussite, et un truc de famille. Comme si je n'étais pas de la famille. Comme si je ne valais pas la peine, d'être incluse. Le visage de Vanessa a rougi. Tu dramatises. Nous ne voulions pas. Je me suis assise dans mon ancienne chambre, à manger une pizza toute seule, pendant que vous fêtiez tous ta promotion, en bas, ai-je poursuivi, la voix posée, mais ferme. Et à cet instant précis, je passais aux informations locales, et on m'appelait une héroïne de la communauté. Quand je suis redescendu, des heures plus tard, pas une seule personne n'avait remarqué que j'étais parti. Lisa. Maintenant, vous voulez faire un dîner pour me célébrer, parce que je suis passé à Good Morning America. Parce que des inconnus ont validé que mon travail compte. Mais aucun de vous n'a posé de questions avant ça. Aucun de vous ne se souciait de ce que je faisais de ma vie, jusqu'à ce que cela s'accompagne d'une reconnaissance nationale. Est-ce que tu comprends ce que ça fait? Vanessa a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Nous ne savions tout simplement pas que c'était quelque chose d'aussi important. Tu n'as jamais dit. Je n'aurais pas dû avoir à dire quoi que ce soit. Vous auriez dû me le demander. Pendant les 18 mois où j'ai travaillé 70 heures par semaine au centre, est-ce que quelqu'un de notre famille m'a demandé une seule fois ce que j'y faisais vraiment? Est-ce que quelqu'un m'a posé des questions sur ma journée, sur mon travail? Sur ce qui comptait pour moi? Le silence s'est étiré entre nous. Vanessa a regardé ses mains. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit doucement. Alors non, je ne viendrai pas au dîner de vendredi. Tu peux remercier maman pour l'offre, mais ça ne m'intéresse pas, d'être célébrée, maintenant que je suis soudainement assez impressionnante, pour mériter une chaise à table. Ce n'est pas juste, a protesté faiblement Vanessa. Nous t'aimons. Nous sommes une famille. L'amour exige de l'attention, ai-je répondu. Il exige de remarquer, quand quelqu'un est absent. Il exige de se soucier de sa vie, même quand elle ne ressemble pas à votre propre définition du succès. Vanessa est partie peu après, visiblement bouleversée, mais incapable de contredire efficacement, des points qui étaient fondamentalement vrais. Je me sentais épuisé après son départ, vidé par la confrontation, mais aussi plus légère, d'une certaine façon. J'avais dit ce qui devait être dit. Le vendredi soir, pendant que ma famille se réunissait vraisemblablement, pour son dîner de rattrapage, j'étais au centre d'hébergement, avec Margaret et les femmes de notre programme. Nous mangions de la pizza, et nous discutions des prochaines étapes de l'expansion. Patricia avait amené ses enfants. Jennifer montrait des photos de son nouvel appartement. Maria annonçait qu'elle avait obtenu sa première promotion au travail. Ces femmes, qui étaient des inconnus 2 ans plus tôt, ressemblaient plus à une famille que les personnes avec qui j'avais grandi. Elles me voyaient. Elles appréciaient le travail, sans avoir besoin de la télévision nationale, pour leur dire que ça comptait. Elles avaient célébré mes efforts, tout au long du chemin, de manière discrète, à travers leur propre réussite, leur gratitude, et leur volonté de continuer à se présenter, même quand les choses devenaient difficiles. Mon téléphone a vibré pendant le dîner. Un texto de maman. Nous sommes tous là à t'attendre. S'il te plaît, viens. Nous sommes désolés pour la semaine dernière. Nous voulons arranger les choses. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à arranger. Les dégâts avaient été faits. Les priorités avaient été révélées. Ils pouvaient organiser une centaine de dîners en mon honneur, ça ne changerait rien à la vérité fondamentale. Ils n'avaient pas accordé de valeur à mon travail, jusqu'à ce que d'autres personnes leur disent de le faire. Les semaines suivantes ont été un chaos contrôlé. Je me suis envolé pour Washington à 2 reprises,
pour rencontrer des collaborateurs du Congrès. La proposition de programme pilote a avancé plus vite que quiconque ne l'espérait. J'ai embauché une petite équipe pour aider à gérer le programme en pleine expansion. Nous avons sécurisé des espaces de bureaux dans 3 nouvelles villes, et nous avons commencé à former des coordinateurs locaux à notre modèle. Les demandes des médias continuaient d'affluer. J'ai fait des interviews avec NPR, PBS et plusieurs grands journaux. Un profil dans le magazine Time m'a qualifié de visage réticent des services sociaux innovants. Le réalisateur du documentaire a commencé à tourner des images au centre d'hébergement. À travers tout cela, ma famille n'a cessé d'essayer. Des SMS, des appels, même des lettres manuscrites de maman, exprimant à quel point ils étaient fiers, et à quel point ils étaient désolés de ne pas avoir compris plus tôt. Vanessa a envoyé des fleurs. Papa a proposé d'aider pour la planification financière de l'expansion. Cameron m'a invité à prendre un café, et à discuter pour de vrai. Je répondais poliment, mais avec distance. Je les remerciais pour leur soutien, je déclinais la plupart des invitations, je les gardais à distance, d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Parce que voici la vérité que j'avais apprise, assise seule dans cette chambre, à manger une pizza, pendant que mon visage passait aux infos. Certaines personnes ne vous accorderont de la valeur, que lorsque d'autres leur diront que vous en avez. Certaines personnes ne vous incluront, que lorsque vous exclure deviendra embarrassant. Certaines personnes ne célébreront votre succès, que lorsque cela renverra une bonne image d'elle-même. Ma famille m'aimait. Je n'en doutais pas. Mais ils m'avaient aimé de manière conditionnelle, avec une attention et une fierté, qui nécessitaient une validation externe pour s'activer. Ils avaient eu besoin d'inconnus, pour leur dire que je valais la peine, qu'on me prête attention. Ils avaient eu besoin de la télévision nationale, pour se convaincre que je méritais une place à la table. Et j'avais appris, que je n'avais plus besoin de leur table. J'avais construit la mienne, remplie de personnes qui m'avaient valorisé, tout au long du chemin, qui avaient célébré mes petites victoires, avant même que quiconque ne regarde. Des femmes qui comprenaient ce que signifiait, d'être ignorées et rejetées. Qui se battaient pour leurs propres valeurs, chaque jour, sans caméra de télévision, ni profil de magazine, ni subvention fédérale, pour valider leur combat. Près de 2 ans après ce dîner, où personne ne m'avait gardé de place, le programme pilote a été lancé dans 5 villes, simultanément. Le sous-comité du Sénat a approuvé le financement pour une période de test de 3 ans, avec la possibilité d'une expansion à l'échelle nationale, si les résultats correspondaient aux projections. Linda Garrison m'a appelé personnellement, pour me partager la nouvelle. Je me suis assise dans mon nouveau bureau, qui n'était plus un espace en sous-sol, mais une vraie suite, avec des fenêtres et une salle de conférence, essayant d'assimiler ce que nous avions accompli. Le documentaire a été présenté, sur une grande plateforme de streaming. Le contrat d'édition a été conclu, avec des publications prévues pour le printemps suivant. Des universités m'ont invité à donner des conférences, non seulement dans les départements de travail social, mais aussi dans des écoles de commerce, et des programmes de politique publique. Ma petite idée, née du désir d'aider, et du besoin de trouver quelque chose pour remplir mes journées de chômage, était devenue quelque chose, qui avait le potentiel légitime d'influencer, la façon dont l'Amérique abordait l'itinérance, et la formation professionnelle, au niveau systémique. Ma famille a assisté à l'avant-première du documentaire. Je les ai vus dans le public, pendant la séance de questions-réponses, qui a suivi. Maman pleurait, papa avait l'air sincèrement ému, Vanessa et Cameron étaient attentifs, d'une manière qu'ils n'avaient jamais été auparavant. Ils sont venus me voir après, fiers et émus, voulant me féliciter. Merci d'être venu, ai-je dit, en les serrant brièvement dans mes bras, un par un. Ça compte beaucoup que vous soyez là. Et je le pensais. Malgré tout, malgré la blessure, la colère et la solitude de ce vendredi soir-là, j'étais heureuse, qu'ils puissent être témoins de ce que j'avais construit. Je voulais qu'ils comprennent, ce à côté de quoi ils avaient failli passer, en étant trop absorbés par leur propre définition de la réussite, pour reconnaître la mienne. Mais quand Vanessa m'a invité au dîner de Thanksgiving, dans sa maison fraîchement redécorée, j'ai hésité. Y aura-t-il une place pour moi? Ai-je demandé. Elle a eu l'air bouleversée. Bien sûr, Lisa. Je te le promets. Je vais y réfléchir, ai-je dit doucement. Je dois vérifier mon emploi du temps. Parce que le pardon est une chose, mais la confiance en est une autre.
Et j'avais appris que ma présence, à leur table, était un cadeau, et non une obligation. Ils allaient devoir la regagner, dîner après dîner, en prouvant qu'ils m'accordaient de la valeur. Que les caméras soient là ou non. Que des inconnus me trouvent impressionnante ou non. Que mon succès renvoie une bonne image d'eux, ou non. J'avais trouvé ma propre définition de la famille, dans le bureau en sous-sol d'un centre d'hébergement, entouré de femmes, que la société avait ignorées et rejetées. Nous avions construit ensemble, quelque chose qui comptait, qui changeait des vies, et qui forçait les systèmes à prêter attention. Et nous l'avions fait, sans que personne ne nous garde de place. Nous avions construit notre propre table, avancé nos propres chaises, et invité d'autres personnes à nous rejoindre, en fonction de ce qu'elles apportaient, et non de ce dont elles pouvaient se vanter, dans des soirées mondaines. C'était ça, la véritable célébration du succès, avais-je appris. Pas les dîners chics, ni les promotions en entreprise, ni les articles de magazines. Mais la révolution silencieuse de personnes, qui décident qu'elles valent la peine qu'on s'investisse pour elles, même quand personne d'autre ne pense, qu'elles ont de l'importance. Surtout, quand personne d'autre ne le pense. Je ne suis finalement jamais allé, à ce Thanksgiving chez Vanessa. Je l'ai passé au centre d'hébergement à la place. À servir des repas avec Patricia, Jennifer, Maria, et 50 autres femmes dont je connaissais le nom, dont j'avais entendu l'histoire, et dont j'avais célébré les victoires, bien avant que quiconque ne me dise qu'elles valaient la peine d'être célébrées. Nous n'avions pas de belle porcelaine, ni de rallonge de table, ni de somptueux centre de table. Nous avions des assiettes en carton, des chaises pliantes, et des décorations fabriquées par les enfants des résidentes. Mais chaque personne avait une place. Et cela, plus que tout le reste, donnait l'impression d'être une chose pour laquelle on pouvait être reconnaissant.